Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre puisqu'il s'agit d'une vidéo thématique sur l'ignorance du comportement chez un chien. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'avais envie d'évoquer depuis un certain temps maintenant parce que je suis régulièrement confronté en clientèle face à des mises en application qui sont compliquées et c'est quelque chose qui est beaucoup développé notamment dans les ouvrages d'éducation canine ou sur internet sur toutes les approches dites positives, naturelles, éthologiques. Et la mise en application, dans le côté vraiment pratique, peut apporter certaines problématiques, ou en tout cas parfois aller totalement à l'encontre de l'apprentissage qu'on veut effectuer chez un chien. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend dans l'ignorance du comportement? Pourquoi ignorer un comportement? Dans son ouvrage Les signaux d'apaisement, paru en 1996, je crois, Thierry Drugas, enfin c'était une réédition, je crois, en 1996. J'avais déjà fait une vidéo de notes de lecture sur l'ouvrage de Thierry Drugas, Les signaux d'apaisement. Je vous invite à la consulter si vous ne l'avez pas fait pour vraiment comprendre en détail l'ouvrage. Sachant que cette vidéo de notes de lecture de l'ouvrage de Thierry Drugas sur les signaux d'apaisement avait été complétée par deux vidéos thématiques de mise en application pratique, des interactions humain-chien et des interactions chien-chien, donc que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc dans son ouvrage paru dans les années 90, Les signaux d'apaisement, Thierry Drugas expliquait que l'un des signaux de communication était le fait de se détourner. Elle écrivait « Tourner le côté ou le dos à quelqu'un est très apaisant. Quand les chiens jouent entre eux de façon un peu brusque, certains vont commencer à se placer de côté ou de dos pendant le jeu de façon à apaiser les choses. Votre chien peut utiliser ce signal d'apaisement quand un congénère grogne à son encontre ou se comporte de façon menaçante à certains égards, par exemple lorsqu'il court vers lui trop rapidement. Il fera de même si vous adoptez un ton de voix très agacé ou lorsque vous vous dirigez vers lui et qu'il sent que vous êtes en colère. Quand les jeunes chiens harcèlent les chiens adultes, le plus âgé tourne souvent le dos pour les faire se calmer. Quand vous tirez par à-coups sur la laisse, votre chien peut se détourner de vous, peut-être en tirant encore plus. Vous pouvez vous-même utiliser ce signal d'apaisement quand un chien montre des signes de nervosité ou d'agressivité envers vous. S'il vous saute dessus, détournez-vous, la plupart du temps, il s'arrêtera. Thierry Drugas met dans son ouvrage des petits visuels et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas c'est quelque chose que vous pouvez retrouver notamment en application sur les vidéos thématiques en application où vous voyez en fait l'un des deux chiens qui va tourner la tête au premier plan par rapport à la photo. Je pense que c'est des chiens qui ont dû être mis là pour faire la photo, ils ne sont clairement pas à l'aise tous les deux. Oui, le berger blanc suisse en fait qui cligne des yeux et le chien à côté qui détourne le regard. Et sur l'image du bas, vous pouvez voir le berger allemand qui va fixer le chien en face et le second chien qui va en fait tourner le dos pour couper l'interaction. Donc dans les approches dites positives, pourquoi est-ce qu'on va dire qu'il est important finalement de tourner le dos à un chien? Parce que lorsqu'on va tourner le dos, inévitablement on va couper l'interaction, on va stopper l'interaction qu'il va y avoir en cours. Donc un chien qui va vous sauter dessus, un chien qui va quémander quelque chose et que vous ne voulez pas avoir cela, que vous ne voulez pas avoir cette interaction-là, donc le chien qui vous saute dessus par exemple, c'est l'exemple le plus concret, vous allez vous tourner le dos. Enfin, vous allez lui tourner le dos, pardon. Le problème, c'est que dans la mise en application, ça peut paraître compliqué. Si vous lisez simplement le fait de tourner le dos, vous pouvez avoir des personnes qui vont adopter une attitude qui n'est plus du tout naturelle, qui vont faire un 180 degrés sur eux-mêmes, qui vont regarder le plafond droit comme un piquet, et le chien qui ne va pas forcément comprendre cette interaction peut évidemment amplifier le comportement. On y reviendra sur ça, sur l'amplification de comportement, qui ne va pas forcément engendrer, qui ne va pas forcément être en lien avec la gestuelle, mais toujours est-il que si vous avez une certaine façon de vous mouvoir, d'être, de parler à votre chien, à partir du moment où vous allez ignorer un comportement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça ne sert à rien d'adopter une attitude qui va être non naturelle pour vous. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas voir quelqu'un dans la rue, admettons, ou que vous apercevez quelqu'un ou quelque chose et que vous n'avez pas envie que cette personne interagisse avec vous, vous allez simplement tourner la tête, faire comme si la personne n'était pas là. En l'occurrence, quand on demande d'ignorer un comportement et de tourner le dos à un chien, concrètement,
si vous adoptez cela, ça va être plus facile. Pourquoi? Parce que le chien va proposer une interaction. À partir du moment où vous allez la valider avec votre regard et votre tête, vous êtes déjà en train de valider cette interaction. Ce qui signifie que si vous tournez la tête et que vous ne prêtez pas attention à l'interaction que vous propose le chien, vous êtes déjà en train d'ignorer le comportement. Vous êtes déjà en train de lui tourner le dos, entre guillemets. Seulement, si vous faites ça, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus naturel que le fait de vous retourner à 180 degrés. Typiquement, vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir qui arrive en face, ou vous n'avez pas le temps de lui parler à ce moment-là. Si vous faites semblant de regarder votre montre ou vos chaussures ou la vitrine qu'il va y avoir à côté, ça va être quelque chose de beaucoup plus naturel que si vous retournez le dos, que si vous vraiment vous tournez à 180 degrés et que vous regardez le toit qui est au-dessus de vous. Parce que là, pour le coup, vous êtes dans une attitude qui devient totalement non naturelle et contradictoire avec l'interaction ou la façon de vous mouvoir que vous aviez précédemment. Donc ça va même potentiellement éveiller beaucoup plus l'attention, donc dans cet exemple-là, de la personne que vous voulez ignorer. Ou typiquement votre chien qui va vous sauter dessus, si simplement vous tournez la tête, vous tournez légèrement vos épaules et que vous ignorez le comportement, ça va avoir une fluidité dans l'interaction qui va être beaucoup plus pertinente pour le chien que de vous retourner à 180 degrés et de regarder le plafond. Donc déjà, la première subtilité à comprendre, c'est celle-ci. Lorsqu'on vous dit de tourner le dos à un chien, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est le fait de ne pas renforcer l'interaction. Donc de ne pas regarder le chien de ne pas regarder le chien. Donc si vous n'avez pas les yeux fixés dans les siens, que vous n'avez pas votre tête qui est dirigée dans sa direction, ou bien même votre ligne d'épaule qui est dirigée dans sa direction, vous allez déjà être en train de couper l'interaction canine. Là, typiquement, dans la photo que je vous ai montrée, où il y avait le berger blanc suisse avec l'espèce de chien de chasse à côté, vous n'aviez pas un chien qui tournait le dos à l'autre, il avait simplement, pour le coup, la tête qui était tournée. Donc première subtilité vraiment à comprendre, c'est celle-ci. Lorsqu'on vous dit de tourner le dos à un chien ou d'ignorer un comportement, sachez que votre gestuelle va avoir un impact considérable. Il ne s'agit pas, une fois de plus, de se retourner à 180 degrés de droit comme un piquet, mais simplement le fait déjà de faire semblant de ne pas avoir vu l'interaction, ou en tout cas de ne pas la valider, ça va être important. Justement, je viens de faire un lapsus. Le fait de faire semblant de ne pas avoir vu l'interaction est quelque chose dont il faut faire attention. Par exemple, votre chien qui va être en train de voler de la nourriture à table, si vous tournez le dos ou si vous ignorez le comportement parce que vous ne voulez pas le voir, ça ne va pas l'éteindre. Dans ce contexte-là, ça peut être vu comme de la permission passive. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ignorance du comportement va avoir un intérêt dans certains contextes spécifiques. Typiquement, le chien qui vient réclamer une interaction avec vous en sautant, en mettant sa patte sur vos genoux lorsque vous êtes assis, en apportant un jouet de façon un peu trop brusque selon vous. Là, ça va avoir un intérêt puisque votre chien cherche à interagir concrètement avec vous. Le fait, une fois de plus, d'ignorer un comportement lorsque votre chien interagit avec son environnement, le fait de se toucher sur le canapé, le fait de voler de la nourriture, le fait d'adopter un tiers comportement qui vous déplaît, le fait de l'ignorer à ce moment-là n'aura généralement aucun impact chez le chien. Donc comprenez vraiment cela. Comment ignorer un chien? Donc le fait de ne pas le regarder, pas forcément le fait de faire demi-tour. Et ensuite, dans un second temps, sachez que c'est un comportement qui va ne fonctionner que lorsqu'il va y avoir une interaction entre votre chien et vous. Dernière subtilité, avant l'extension de comportement, il y a toujours ce qu'on appelle l'explosion de comportement ou l'amplification de comportement. Dans son ouvrage Don't Shoot the Dog, que j'ai présenté également sur ma chaîne YouTube dernièrement, un ouvrage vraiment qualitatif pour comprendre les lois de l'apprentissage et les 8 méthodes d'extension de comportement. Karen Pryor, donc dans cet ouvrage-là, vraiment je vous incite à regarder cette vidéo-là, Karen Pryor explique sur l'extension de comportement. Un comportement qui n'entraîne aucun résultat, qu'il soit bon ou mauvais, tout simplement aucun résultat, va probablement s'éteindre. Ce qui ne signifie pas toujours que si vous ignorez un comportement, il va disparaître. Le comportement qui consiste à ignorer un être humain est un résultat en soi, compte tenu de son caractère antisocial. On ne peut pas toujours espérer éteindre un comportement chez un autre être en l'ignorant.
L'extinction est un terme qui vient des laboratoires de psychologie. Il fait référence non pas à l'extinction d'un animal, mais à celle d'un comportement. Un comportement disparaît de lui-même, faute de renforcement, comme une bougie qui se consume. Si vous avez appris à un rat à appuyer plusieurs fois sur un levier pour être récompensé par de la nourriture et que vous arrêtez le distributeur, dans un premier temps, le rat appuiera beaucoup sur le levier, puis de moins en moins pour finalement abandonner. Le comportement est dit éteint. Si un comportement a été renforcé par l'attention qui lui a été portée, l'ignorer peut fonctionner. Donc, dernier exemple qui peut être pertinent, sur le renforcement de l'explosion de comportement. Donc, comme l'a dit Karen Pryor, si on ne renforce pas un comportement, naturellement, il va s'éteindre. Puisque tout comportement qui n'est pas renforcé de façon positive ou négative tend à disparaître. Seulement, si on renforce l'explosion de comportement, souvent, on va amener ce type d'interaction avec cet individu en question à un niveau amplifié. Explication ? Souvent, nous renforçons accidentellement le comportement que nous voudrions éteindre. Les pleurnicheries d'un enfant sont un comportement façonné par les parents. Tout enfant qui est fatigué, a faim ou est dans une situation inconfortable peut pleurnicher tout comme un chiot. Toutefois, le pleurnicheur de classe mondiale est l'enfant dont les parents ont une telle maîtrise d'eux-mêmes qu'ils arrivent à supporter d'énormes quantités de pleurnicheries avant de finir par craquer et de dire « Bon d'accord, tu vas l'avoir ta glace, maintenant vas-tu enfin te taire ?» Nous oublions ou ne comprenons pas que ce renforcement final entretient le comportement qui, en fonction du temps qui s'écoule avant l'intervention du renforcement, peut persister très longtemps. Cela signifie qu'un chien qui a l'habitude de vous sauter dessus une fois ou deux pour obtenir une interaction avec vous, si vous vous mettez à lui tourner le dos, parce que vous avez lu ça et que vous souhaitez le mettre en application, le chien va d'abord amplifier le comportement qui fonctionnait avant de proposer autre chose. Cette amplification de comportement, cette explosion de comportement, est un marqueur significatif de l'extinction qui est en cours. Le problème, c'est que si vous estimez que lorsque votre chien vous a sauté dessus 3, 4 ou 5 fois, c'est trop, alors qu'avant il ne le faisait qu'une fois ou deux, à ce moment-là, vous allez interagir avec lui. Vous allez le regarder, vous allez le stopper, vous allez éventuellement le pousser au sol pour le caresser pour que l'interaction se cesse. Mais à ce moment-là, vous avez renforcé le comportement. Et votre chien comprend qu'il faut désormais qu'il vous saute dessus 4, 5, 6 ou 7 fois avant d'obtenir ce renforcement-là. Il y a deux exemples que je cite souvent en clientèle pour illustrer ce propos. Lorsque nous, humains, nous voulons éteindre un ordinateur, nous allons cliquer en haut à droite sur la petite croix rouge. D'habitude, nous cliquons une fois et la fenêtre se ferme. Si l'ordinateur va figer ou bugger à ce moment-là, nous allons cliquer 2, 3, 4 ou 5 fois avant de proposer un autre comportement. On va lancer le gestionnaire de tâches, relancer l'ordinateur, que sais-je, on ne va pas rester ad vitam aeternam à cliquer sur ce petit bouton. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extinction comportement, la finalité, le fait de proposer autre chose, de faire un comportement adaptatif. Mais avant, le fait de cliquer une fois n'ayant apporté aucune réponse, au fait de comprendre que ça ne sert plus à rien de cliquer comme un abruti, on a peut-être cliqué 2, 3, 4 ou 5 fois. C'est subtil, mais ça, c'est une explosion de comportement. Autre exemple, qui peut vraiment expliquer comment est-ce qu'on peut renforcer une amplification de comportement sur la durée. Si vous habitez une maison ancienne avec une porte en bois qui a été gonflée par l'humidité, vous savez que pour ouvrir cette porte-là, il faut que vous appuyiez, que vous donniez limite un coup d'épaule pour que cette porte s'ouvre. Ça ne veut pas dire que sur toutes les portes que vous allez rencontrer dans votre vie, vous savez qu'il va falloir donner un coup d'épaule. Mais c'est juste que vous savez que sur cette porte-là, avoir le comportement normal de pousser légèrement la porte avec la force de la main ou du poignet ne va pas suffire. Donc, dans ce contexte précis, vous avez renforcé une explosion comportement. C'est-à-dire que le comportement initial de pousser la porte avec la main ou le poignet, vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, vous allez donner un coup d'épaule ou un coup de coude sur cette porte pour l'ouvrir. Donc, jusqu'à ce que vous proposiez un comportement alternatif, à savoir raboter la porte ou changer la porte. Vous savez que du moment que vous n'avez pas proposé ce nouveau comportement, vous allez rester sur l'amplification du comportement précédent. Donc, ce qui a initié vraiment l'envie de faire cette vidéo, c'est un cas pratique qui m'a été envoyé
par mon meilleur ami qui avait récupéré un chien pour une semaine, parce que leurs propriétaires initiaux étaient en vacances. Donc je vais vous montrer la vidéo et ensuite nous allons l'analyser ensemble. Juste pour l'explication préalable, il s'agit d'un jeune chiot husky qui a été adopté plus ou moins dans une notion de sauvetage. Les actuels propriétaires n'ont pas suffisamment de temps à lui consacrer, donc vous vous retrouvez typiquement face à un chien avec un besoin de dépenses et un besoin d'autocontrôle qui n'est pas géré par ses humains familiers, parce qu'ils n'ont pas le temps suffisant à lui consacrer, et donc vous allez vous retrouver face à un chien qui ne sait pas se gérer, ou en tout cas qui n'a pas appris les bons codes. Donc j'avais expliqué à mon meilleur ami à ce moment-là qu'il était nécessaire justement d'ignorer le comportement sur le fait que le chien lui saute dessus. Le problème, c'est que typiquement dans ce genre de situation, on est face à un jeune chien qui a un besoin d'autocontrôle qui est très présent, et étant donné que ce n'a pas été cadré, vous allez avoir un chien qui va beaucoup amplifier les comportements. Mais à certains moments, il va proposer autre chose, il va simplement arrêter ce comportement, mais étant donné que c'est subtil, ça ne va pas beaucoup se voir. Bien, nous allons maintenant analyser cette vidéo. Vous pouvez voir que le jeune husky s'approche de l'humain et avant de sauter déjà propose le premier comportement de sentir la main. Si à ce moment-là la capture de comportement avait été faite, vous auriez un chien qui aurait pu déjà avoir l'interaction sans sauter. À ce moment-là, vous avez le chien qui arrête de sauter pour la première fois, qui propose un autre comportement, à savoir suivre à quatre pattes. Si ça s'est renforcé avec une caresse, votre chien comprendra que ça ne sert plus à rien de sauter. Et étant donné que ce n'est pas renforcé, qu'est-ce qui vient après? Proposition de comportement de la part du chiot, chevauchement. Hop, nouvel arrêt du chevauchement. À ce moment-là, le chien peut être renforcé avec une caresse. Si votre chien comprend que dès qu'il a les quatre pattes au sol, il est caressé, il arrêtera de proposer de sauter. Reprise de contact visuel. Étant donné que ce n'est pas renforcé par le chien avec un rassis ou avec autre chose, le chien repropose le comportement qui fonctionne, à savoir sauter. Là, il faut comprendre que nous sommes à 3 propositions de comportement de la part du jeune chiot et qu'aucune de ces 3 propositions n'a été prise en compte par l'humain. Là, le chiot comprend qu'il doit ignorer le comportement, qu'il n'y aura pas forcément de renforcement. Le problème, c'est qu'il a déjà été induit en erreur 3 fois. Je vais en profiter pour faire vite fait un petit topo sur le chevauchement. Là, on n'est pas sur de la sexualisation, sur de la dominance ou je ne sais quelle étiquette à la con. On est simplement sur du chevauchement par frustration. Parce que le chien n'est pas caressé lorsqu'il propose un comportement, il ne fait que chevaucher par frustration. En témoigne le fait que là, il urine à 4 pattes parce que c'est encore un chiot qui n'a pas une montée de testostérone. Sans érection, on ne peut pas parler de sexualisation ou de chevauchement par sexualisation. À ce moment-là, l'humain est parti se rasseoir. La problématique principale, c'est que l'humain, même s'il est assis, se retrouve face au chien. Donc à ce moment-là, il y a toujours validation du comportement, ou en tout cas renforcement ou invitation. Donc le chiot revient à ce moment-là, et
il va proposer le comportement qu'il sait faire. Je saute sur l'humain et je mordis, parce que l'inhibition de la morsure n'est pas encore acquise chez ce chiot. Si on n'avait pas envie que le chiot nous saute dessus, à la limite on se serait déjà assis en perpendiculaire, on n'aurait pas proposé le comportement d'invitation. Et on aurait pu aussi capturer le comportement du fait que le chiot arrive sans sauter pour le caresser. Et dès qu'il saute, couper l'interaction à ce moment-là. Ça aurait déjà été quelque chose de plus pertinent. Le problème dans cette situation, c'est qu'on attend que le chiot soit en faute pour après le punir. Et là, le problème, c'est qu'on va le punir simplement en le regardant et en lui disant non, 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 non. Là, étant donné que la personne est immobile, le chiot comprend que le fait de sauter, enfin, le fait de se détourner ne sert à rien, puisque l'humain de toute façon ne peut pas le faire. Donc, le chiot va proposer le seul autre comportement qu'il connaît, à savoir je mordis, je mordis, je mordis. L'humain le regarde droit dans les yeux, lui dit non, alors le menace du doigt, d'accord, mais ne bouge pas. À ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de se lever et de couper l'interaction lorsque le chien est en train de quémander. Là, ce qu'il se passe, c'est que le chien stoppe l'interaction parce que la personne qui filme s'est levée. Il y a eu finalement un changement dans l'environnement qui a coupé l'interaction. Ignorer un comportement chez un chien est une bonne chose. Tout dépend de comment est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on va s'arrêter, à quel moment est-ce qu'on va renforcer, etc., etc. Donc j'espère qu'avec cette vidéo pratique, vous aurez compris et vous allez pouvoir mettre en application une ignorance de comportement qui soit beaucoup plus pertinente, afin justement de ne pas renforcer des chiens de façon aléatoire, afin de ne pas avoir de chiens dits têtus ou de chiens un peu cons. Parce que ça, croyez-moi, c'est vraiment des choses que je vois toutes les semaines et qui sont un peu lassantes dans la mesure où je me dis c'est des enseignements qui sont tellement simples que théoriquement n'importe qui devrait pouvoir le faire. Et comme l'expliquait Karen Pryor dans l'exemple que je vous ai suivi, sachez que les méthodes de conditionnement et d'apprentissage des chiens sont exactement les mêmes que chez les enfants. Donc votre enfant qui a tendance à vous réclamer toujours les mêmes choses, si vous savez que vous craquez sur des explosions de comportement, vous allez renforcer évidemment ce comportement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.